Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette webconférence. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence à destination des élus de CSE, des chefs d'entreprise et des RH sur l'activité partielle et surtout sur l'activité partielle de longue durée. Quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord des articles sur l'actualité juridique. C'est également un abonnement qui vous donne accès à une large base documentaire juridique rédigée dans un langage clair et de nombreux modèles de courrier, d'accords ou de contrats. Nous avons également toute une équipe de juristes qui répondent à vos questions au téléphone, qui sont basés à La Rochelle. Et Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient maître Anne-Julie Giraud, avocate au barreau de Paris, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous, maître, et merci d'être parmi nous. Bonjour à tous, rebonjour Myriam. Effectivement, je m'appelle Anne-Julie Giraud, je suis avocate inscrite au barreau de Paris et je suis ravie de participer à cette webconférence avec Myriam sur ce thème d'actualité qui est l'activité partielle de longue durée. Nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Nous les avons donc transmises à maître Giraud qui répondra au cours de cette webconférence. Si vous souhaitez poser des questions au cours de cette webconférence, deux de mes collègues juristes, Alice et Alexandra, sont là pour vous répondre dans le chat. Pour pouvoir poser vos questions, dans le panneau de configuration, vous avez un petit bouton avec une main ou une bulle de dialogue. Elles ne manqueront pas d'y répondre. Pour des besoins de conseils juridiques plus précis et plus poussés, je vous invite à contacter à l'issue de cette webconférence maître Giraud, dont vous avez les coordonnées qui s'affichent actuellement à l'écran. Donc, nous avons reçu beaucoup de questions sur cette webconférence et nous vous en remercions. Nous les avons regroupées sous différentes thématiques. Suite aux dernières annonces du président de la République, vous avez été nombreux à reposer des questions sur l'activité partielle. Nous commencerons par là pour évoquer l'activité partielle avec entre autres la garde d'enfants suite à la fermeture des écoles. Ensuite, nous parlerons donc de l'activité partielle longue durée, donc sa mise en place et le fonctionnement. Et nous terminerons par les conséquences de l'activité partielle longue durée, entre autres sur les possibilités de licenciement ou pas et les conséquences sur les retraites. Commençons avec l'activité partielle. Donc, avec la fermeture des écoles, le chômage partiel est de nouveau autorisé pour pouvoir garder ses enfants. Comment le mettre en place? Est-ce qu'on peut le mettre en place alors qu'aucune demande d'activité partielle n'a été formulée au niveau de l'entreprise? Ce dispositif est-il également toujours valable pour les salariés vulnérables? Quel est le taux de prise en charge par l'État et quel pourcentage de leur rémunération percevront les salariés concernés? Oui, effectivement, Myriam, on a reçu beaucoup de questions sur ce thème activité partielle, garde d'enfants, suite aux annonces du président de la République la semaine dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif d'activité partielle, garde d'enfants, est un dispositif, ce qu'on appelle ad hoc, qui est indépendant du dispositif de l'APLD. C'est-à-dire que la durée de son placement dans ce dispositif n'est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d'activité. Il est en effet envisageable pour tout parent d'un enfant de moins de 16 ans
ou d'un enfant en situation de handicap sans limite d'âge. Et pour les salariés vulnérables, alors qu'entend-on par salarié vulnérable? Il doit répondre à l'un des critères de vulnérabilité définis et ne pas pouvoir recourir soit totalement au télétravail, soit ne pas pouvoir bénéficier de certaines mesures de protection renforcée sur son lieu de travail ou sur le trajet domicile-travail. La question est donc de savoir aussi comment le mettre en place lorsque dans une entreprise, le chômage partiel n'est pas mis en place. Il suffit dans ce cas-là de remettre à son employeur une attestation sur l'honneur indiquant qu'on est l'un des deux parents demandant à bénéficier de cette fameuse activité partielle au motif de garde d'enfants pour les jours concernés. Bon, bien entendu, il n'est plus nécessaire de remettre un justificatif attestant de la fermeture de l'établissement tant qu'on est sur ces mesures de fermeture d'école. Mais je vous invite bien entendu, si cela doit se prolonger et que les écoles réouvrent normalement à partir du mois de mai, de produire un justificatif si la classe de votre enfant est dans ce cas-là. Au niveau du pourcentage de rémunération, les salariés continueront à recevoir en activité partielle, quelle que soit la situation de l'entreprise, toute entreprise confondue, une indemnisation à hauteur de 84% de leur rémunération nette ou 100% pour les salariés au SMIC. Et au niveau du taux de prise en charge par l'État, cela dépend du secteur d'activité dont dépend l'entreprise. On le verra ultérieurement dans le cadre des questions, mais en tout état de cause, pour certaines, c'est une prise en charge à 100%, pour d'autres secteurs moindres, mais encore une fois, on verra ça au cours de notre webinaire, puisque un décret du 30 mars dernier, de la semaine dernière, est revenu sur la question. Mais en tout état de cause, il y a toujours prolongation des taux actuels de prise en charge de l'activité partielle. Très bien, merci beaucoup, Maître. Donc après cette petite aparté sur l'activité partielle, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet de l'activité partielle longue durée, appelée APLD. Donc quels sont les prérequis pour pouvoir en bénéficier? Et entre autres, je crois qu'il faut qu'il y ait des accords de branche négociés. À date, est-ce que vous savez combien d'accords de branche ont pu être négociés sur ce sujet? Alors, effectivement, c'est la loi du 17 juin 2020 qui a instauré ce dispositif d'activité partielle de longue durée, l'APLD, qui est ouvert à toute entreprise, sans distinction du secteur d'activité ou sans limitation ou un minima de nombre de salariés. L'idée de cette activité partielle longue durée est de pouvoir soutenir les entreprises confrontées à une réduction durable d'activité, mais qui n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise. Donc, l'idée, effectivement, c'est que l'État prend en charge des heures non travaillées, plafonnées à 40% de la durée du travail, qui peut être jusqu'à 50% avec accord de l'administration, mais généralement, c'est un maximum de 40%, en contrepartie d'engagement sur l'emploi et la formation. Et comme vous l'avez dit, le dispositif de l'APLD doit être mis en œuvre par la voie de négociation, soit la possibilité de conclure un accord collectif d'établissement, on reviendra aussi là-dessus au cours de notre webinaire, soit d'appliquer un accord de branche étendu en élaborant un document conforme aux stipulations de cet accord de branche. Et ces accords, cet accord ou document doit être soumis à validation, homologation de l'autorité administrative, on verra aussi plus tard. À ce jour, en tout état de cause, il y a une quarantaine d'accords de branche qui sont aujourd'hui conclus. Toutefois, pour savoir si votre accord de branche a été étendu, s'il a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, je vous invite, par rapport à votre secteur d'activité, à vous connecter sur le site du ministère du Travail pour voir si tel est le cas. Mais en tout état de cause, il y a la deuxième voie possible aussi. Tout à fait. Et donc, à défaut justement d'accords de branche, des accords d'entreprise peuvent être négociés.
Que doivent-ils contenir impérativement et les élus de CSE doivent-ils être consultés sur la mise en place d'un dispositif d'activité partielle longue durée? Alors, effectivement, si c'est un accord conclu au niveau de l'entreprise, il y a certains points qui sont obligatoires pour qu'ils soient validés par l'administration, qui sont le premier point, la raison économique et financière justifiant le recours à la PLD. Il faut indiquer quelles sont les perspectives d'activité de l'entreprise et notamment fixer des indicateurs, par exemple, sur l'évolution du chiffre d'affaires ou la rentabilité. Le second point, c'est bien indiquer les activités et les salariés concernés. Il n'est pas nécessaire de lister d'un point nominativement l'ensemble des salariés concernés, mais en tout état de cause, on doit pouvoir identifier ces activités et les secteurs pour lesquels on souhaite mettre en place cette APLD. Le troisième point, c'est le point de départ et la durée totale du recours à ce dispositif. J'attire votre attention que l'APLD est possible sur 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois, donc 3 ans consécutifs. Le décompte est réalisé en mois civil. Donc, si vous faites une demande d'APLD, je vous invite fortement à le formuler sur un début de mois civil, parce qu'en tout état de cause, tout mois commencé est comptabilisé comme un mois. Il faut indiquer également dans cet accord le volume maximum de la réduction du temps de travail par rapport à la durée légale. Hein. Encore une fois, le plafond est de 40% généralement. Indiquer également les engagements à prendre en matière d'emploi et de formation et les modalités d'information des syndicats signataires et du CSE. Vous pouvez également prévoir, mais c'est facultatif, les modalités particulières d'information des salariés, mais je vous invite vivement à le faire. Les moyens accordés aux organisations syndicales pour suivre l'accord, par exemple, ou les efforts fournis par les dirigeants également. Au niveau de la consultation du CSE, puisque ça fait l'objet aussi d'une question, il faut savoir que lorsque l'APLD est mise en place par document unilatéral reprenant les dispositions d'un accord de branche étendu, c'est une obligation, l'employeur doit consulter le CSE. Au niveau de l'accord d'entreprise, il n'y a pas de texte qui précise cette obligation. Toutefois, il y a un débat sur la matière. De mon côté, je vous invite vivement à consulter le CSE avant le souhait et avant la mise en place de l'APLD, puisque j'estime que ça fait partie des attributions générales de l'entreprise quand il y a un certain secteur d'activité ou une partie de vos collaborateurs que vous souhaitez mettre sous l'activité partielle de longue durée. D'accord, très bien. Merci beaucoup, maître. Donc, une fois tous ces prérequis effectués, la négociation de l'accord, la consultation du CSE, quelle est la procédure pour faire la demande d'activité partielle longue durée et au bout de combien de temps peut-on s'attendre à avoir une réponse de la DRETS, puisqu'il faut Oui, dire ainsi désormais, alias l'ancienne directe. Oui, Myriam, comme vous venez de le dire, effectivement, donc je vous invite dans tous les cas, soit obligatoire ou en tout cas passer par la consultation du CSE avant la mise en place, conclure un accord collectif au niveau de l'entreprise ou de la branche, transmettre cet accord, alors non plus à la directe, mais à la DRETS, hein, les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, pour validation. Cette transmission s'effectue par voie dématérialisée hein, sur un site dédié accessible sur activitépartielle.emploi.gouv.fr. Et si vous avez plusieurs établissements, vous avez la possibilité d'adresser votre demande d'APLD à l'une des DRETS qui après se chargera en fonction des établissements de valider ou homologuer votre demande d'APLD. À compter de la réception du dossier, la DRETS maintenant dispose de 15 jours en cas de validation ou non de l'accord collectif et de 21 jours en cas d'homologation du document élaboré par l'entreprise. Il faut savoir que le silence vaut acceptation, comme souvent le cas au niveau des accords. Votre accord doit aussi être déposé sur le site de Téléaccord
du site du ministère du Travail. Comme tout Et accord d'entreprise. voilà, mais enfin, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie des accords à déposer. Et la période de validation de la PLD est une période de 6 mois. Donc, ce qu'il faut faire attention, je vous invite vraiment à anticiper, si vous voulez prolonger cette période de 6 mois, de bien prévoir avant la fin de 6 mois, de préparer votre dossier pour pouvoir réadresser au DRETS les éléments qui permettront de pouvoir voir valider votre APLD pour une période de nouveau de 6 mois. Merci, merci beaucoup, Maître. Alors, de nombreuses questions nous ont également été envoyées sur le plafond du nombre d'heures indemnisables par an et par salarié. Donc, au départ, il était de 1000 heures, il est passé à 1107 heures, mais qu'en est-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, au départ, il était à 1000 heures. Depuis un arrêté du 31 mars 2020, donc il y a un an maintenant, hein, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020 était passé, ce contingent, à 1607 heures. Il s'agissait de l'article 1 hein, qui prévoyait que c'était possible jusqu'au 31 décembre 2020, donc pour l'année 2020. Il faut savoir qu'à ce jour, sauf erreur de ma part, mais les décrets risquent de sortir prochainement ou les arrêtés, on n'a pas de nouvelles informations sur ce fameux contingent. Donc, on peut estimer à ce jour qu'il est à 1000 heures en attendant éventuellement de nouveaux textes en la matière. Sachant que nous avons aussi une autre possibilité sur les heures. Que nous allons aborder dès maintenant avec une question très précise que je vais vous formuler. Donc, cette question nous a été posée par quelqu'un qui travaille dans une chaîne de boutiques de commerce de détail non alimentaire. Ils ont un accord APLD qui a été signé et qui rentrait en application au 1er janvier. Et compte tenu des récentes fermetures administratives qui leur ont été imposées, la Directe les a informés que les heures d'activité partielle du premier trimestre ne seront pas décomptées ni du quota d'heures, ni de la durée de l'accord. Donc, pouvez-vous le lui confirmer, s'il vous plaît? Alors, effectivement, il y a eu plusieurs décrets arrêtés au sujet de ce qu'on appelle la neutralité des périodes de confinement. Et effectivement, sur encore une fois, hein, ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la PLD peut s'étendre sur une période de 24 mois consécutifs ou non sur 36 mois. Et cette période de neutralité en cas de fermeture, comme nous la vivons actuellement, permet de neutralité et permet de prolonger la période de la mise en place de l'APLD. Donc, effectivement, je confirme ce que l'administration a dit à cette personne dans le cadre du prolongement des périodes par rapport à cette neutralisation. Et il faut savoir qu'un décret du 31 mars 2021, donc la semaine dernière, a prolongé la possibilité de neutraliser les périodes de restriction de l'activité dans le calcul de la réduction de l'activité du nombre de mois de recours à la PLD. C'est-à-dire qu'en gros, cette prolongation et cette neutralité ira jusqu'à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire. Donc, effectivement, je confirme bien ce qu'il a été dit à cette personne au sujet de la neutralité. Merci beaucoup, Maître. Et effectivement, donc on comprend que on a un plafond de 1000 heures par an par salarié, mais que ce plafond peut être forcément augmenté puisqu'il y a cette neutralisation qui existe au cours de tout le confinement et de la crise sanitaire. Exactement. Merci. Donc, revenons-en donc à ces décrets, je crois qu'ils sont au nombre de 3 à avoir été publiés la semaine dernière. Pouvez-vous nous en dire plus? Qu'ont-ils modifié exactement? Alors, effectivement, il y a eu 3 décrets qui sont sortis entre le 30 et le 31 mars 2021. Le premier, c'est celui qui a fait l'objet de notre première question, le décret 2021-347, qui était par rapport aux prolongations des mesures d'urgence relatives à l'activité partielle, qui a pu acter tout ce qu'on vient de dire sur les gardes d'enfants et les personnes vulnérables.
Le second, le décret 2021-348 du 30 mars également, relatif au taux d'allocation d'activité partielle, c'est-à-dire que ce texte prolonge au moins jusqu'au 30 avril 2021 les dispositions en vigueur relatives au taux de l'allocation de l'activité partielle. Et enfin, le dernier décret 2021-361 du 31 mars 2021 qui a prolongé la possibilité de neutraliser les périodes de restriction de l'activité économique pour faire face donc, justement à la crise sanitaire jusqu'à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire. Très bien, merci beaucoup. C'est très clair et on ignore encore s'il n'y aura pas d'autres décrets à venir. Il faudra être vigilant là-dessus et vous pouvez compter sur l'équipe de rédaction de juristes de Jury Travail pour les traquer et pour mettre à jour nos actualités comme d'habitude. Alors, pouvez-vous maintenant nous présenter le calendrier de l'évolution de la prise en charge de l'APLD par l'État? Alors les questions qui nous ont été envoyées aussi, c'est sur le montant perçu par les salariés. Évoluera-t-il également? Et voilà, je précise que ce calendrier dont va vous parler Maître Giraud, c'est celui qui est à jour aujourd'hui, mais qu'on est effectivement toujours susceptible de changements. Et autre petite précision, ceux qui ont l'habitude d'assister à nos webconférences le savent, mais à l'issue de chaque webconférence, nous vous envoyons la vidéo de la webconférence qui est insérée dans l'un de nos articles et nous mettrons à jour aussi une petite infographie dans cet article, histoire d'y voir clair sur dans quel cas, quel taux, jusqu'à quand. Et je vous cède la parole, maître. Oui, effectivement, il est très difficile à ce jour de prévoir un calendrier d'évolution par rapport aux derniers événements. Hein, encore une fois, le 31 mars, c'était la semaine dernière, suite à l'allocution du président de la République. Ce qu'il faut savoir en tout état de cause, c'est que, comme je vous l'ai dit au début de notre webinaire, c'est que les taux de prise en charge de l'activité partielle qui étaient en vigueur sont prolongés au moins jusqu'au 30 avril 2021. Donc, avec la distinction de trois types, j'allais dire, de secteurs d'activité, c'est-à-dire que tous les établissements et entreprises fermés par décision administrative et les entreprises justifiant d'une perte au moins de 60% de leur chiffre d'affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019 bénéficient d'une prise en charge à 100% de leur activité partielle, donc sans reste à charge pour l'employeur, tant que les mesures de restriction sanitaire seront mises en œuvre. La deuxième catégorie de sociétés, ce sont tous les établissements tels que le tourisme, la culture, le transport, l'événementiel par exemple, celles qui sont répertoriées sur les listes S1 et S1 bis. Celles-ci continueront également de bénéficier d'une prise en charge de l'activité partielle à 100% au moins jusqu'au 30 avril 2021, donc une petite nuance entre les dates. Et par contre, pour tous les autres secteurs, le reste à charge pour les entreprises est toujours égal à 15% au moins jusqu'à fin avril. Ça, il s'agit du décret du 30 mars 2021. Mais effectivement, Myriam, comme vous l'avez dit, en fonction des nouveaux arrêtés ou décrets qui sortiront, une mise à jour sera effectuée sur le site de Jury Travail. Et au niveau des salariés, il faut savoir que, quelle que soit encore une fois la situation de l'entreprise, des trois catégories, tous les salariés en activité partielle continueront à toucher 84% de leur rémunération nette ou 100% pour les salariés au SMIC. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors, une autre question qui nous a été posée par plusieurs personnes, et c'était surtout des personnes qui travaillaient dans le tourisme, donc qui bénéficient encore d'une prise en charge à 100% de l'activité partielle, comme vous venez de le dire.
quand devront-elles basculer en APLD? Et puis, bon, on a pu voir avec vous qu'il y avait quand même du travail à faire un petit peu en amont de la demande. Donc, bon, quels sont vos conseils à ce niveau-là? Alors, effectivement, il faut faire attention parce que, bon, comme on l'a dit, hein, l'APLD, c'est surtout pour les entreprises dont la pérennité n'est pas en cause. Mais en tout état de cause, il faut faire attention puisqu'on est déjà début avril et qu'à compter du 1er mai, il va y avoir une diminution de l'indemnité, enfin normalement, hein, prévue en tout cas pour l'activité partielle, j'allais dire, de droit commun. Pour rappel, il faut se rappeler qu'actuellement, pour les entreprises des secteurs protégés et celles qui sont soumises à une fermeture administrative, l'État prend en charge 100% de l'indemnisation du chômage partiel. Pour les autres secteurs, la prise en charge est à hauteur de 85% du chômage partiel et qu'à compter du 1er mai, en fonction des entreprises, il y aura une diminution, en tout cas, de la prise en charge par l'État. C'est-à-dire que pour les entreprises du secteur général, à compter du 1er mai, l'État ne prendra en charge uniquement que 60% du chômage partiel. Pour les entreprises du secteur protégé, l'État prendra en charge 100% du chômage partiel jusqu'à la fin du mois, donc le 30 avril 2021, puis dégressivement 85% pour le mois de mai, donc du 1er au 31 mai 2021, et 60% à compter du 1er juin. Pour les entreprises qui sont fermées administrativement, l'État prendra en charge 100% du chômage partiel pour ces entreprises jusqu'au 30 juin 2021 et à compter du 1er juillet, ce taux ne serait plus que de 60%. D'accord, merci beaucoup. Donc, Alors, à voir avec l'évolution, évidemment, hein, mais en tout état de cause, voilà, il faut peut-être voir s'il n'est pas utile de passer en APLD assez rapidement. bah, ou en tout cas s'y préparer, puisque s'il doit y avoir négociation d'accord dans l'entreprise, l'élu que je suis, la déléguée syndicale que je suis, ose espérer que les négociations ne durent pas une semaine, mais un petit peu plus. Voilà, donc il y a les négociations, il y a le temps de préparer les documents, l'envoi et après le travail des DRETS aussi. Donc bien anticiper on peut. Tout à fait. Alors, une autre question qui nous a été envoyée porte sur la manière d'appliquer la PLD au sein de l'entreprise. Est-il possible de l'appliquer de manière différenciée en fonction des souhaits des salariés? Donc, pour clarifier un petit peu la question, au sein d'un même service, une personne veut être accepte d'être en activité partielle longue durée, l'autre pas. Donc, il y en a une qui travaille à 100% alors que l'autre ne travaillerait qu'à 60%. Est-ce possible? Alors, contrairement effectivement à l'activité partielle de droit commun, l'APLD est une mesure générale et collective qui s'impose à tous les salariés et qui ne peut donc en aucun cas être individualisée comme on peut le faire dans l'activité partielle de droit commun. C'est-à-dire qu'au niveau d'un même service, au niveau, j'allais dire, d'un même établissement, donc après en fonction des structures à voir également, mais en tout cas, cette fameuse loi qui a instauré l'APLD exclut toute possibilité de recourir de manière individualisée à cette activité partielle de longue durée. D'accord, très bien. C'est très clair. Donc, venons-en maintenant donc aux conséquences de l'activité partielle longue durée. Il nous reste un quart d'heure pour aborder cette dernière partie. Donc, peut-on licencier un salarié qui se trouve en activité partielle longue durée, sachant que, parmi les différentes questions qu'on a eues sur ce sujet, il y avait la possibilité de licenciement économique ou pas? Alors, effectivement, en tout cas, la loi elle-même ne prévoit aucune restriction quant au licenciement dans le cadre de la PLD. Aucun changement donc pour le licenciement pour motif personnel ou disciplinaire. Toutefois, en cas de licenciement économique, comme vous venez de l'évoquer, il est prévu certaines restrictions qui ont été assouplies par la suite, mais il faut savoir que effectivement, quand on licencie pour motif économique,
l'entreprise devrait, en tout cas, hein, je le mets au conditionnel, rembourser les sommes perçues pour chaque salarié bénéficiaire de l'APLD qui aurait été licencié pour ce motif, ou lorsque le licenciement pour motif économique vise des salariés non concernés par l'APLD, mais parce que l'employeur s'était engagé à maintenir l'emploi. Toutefois, le remboursement des allocations ne peut pas être exigé lorsqu'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ou lorsque les perspectives d'activité se sont dégradées. Donc, effectivement, le principe, il est que on peut procéder à tout licenciement, encore une fois, à motif personnel, disciplinaire, mais au niveau du licenciement économique, il faut faire attention par rapport à ce qu'on vient de dire, dans la mesure où le principe serait le remboursement, sauf si l'entreprise arrive à justifier que le remboursement n'est pas possible par l'entreprise en raison de la situation économique ou les perspectives envisagées. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. D'accord, très bien. Et les licenciements pour faute, en revanche, sont bien évidemment possibles. Enfin, des sanctions disciplinaires restent bien évidemment tout à fait possibles. Possible. Un départ négocié aussi, hein, dans le cas d'une rupture conventionnelle est possible aussi. Mais voilà, le seul point évoqué par la loi sur la PLD, c'est en raison d'un motif économique avec le principe qui est le remboursement, l'exception et l'assouplissement qui fait que si il y a une impossibilité pour raison économique ou stratégique de l'activité, on ne remboursera pas les allocations perçues, encore une fois, pour ces deux types de salariés, hein, ceux qui sont sous LPAD ou ceux qui n'y sont pas, mais en tout cas, il y avait un engagement, en tout cas, de l'entreprise sur le maintien de l'emploi. Très bien. Alors, on en vient aussi un petit peu aux sanctions. Que se passe-t-il si une entreprise ne respecte pas ses engagements sur l'activité partielle longue durée? Quelles sanctions encourt-elle? Vous nous avez parlé notamment d'obligations de formation. Voilà. Je vous cède la parole sur ce sujet. Oui, alors les engagements en matière d'emploi, mais également de formation, hein, puisque au fait, il y a vraiment un encouragement pendant ces périodes plus que spéciales de former les salariés pour l'acquisition des compétences. Ces engagements sont quand même contrôlés par l'ancienne directe dans les DRETS maintenant. Hein. Il y a un contrôle quand même effectif tous les 6 mois sur les éléments apportés par l'entreprise à cette administration. Donc, effectivement, des sanctions sont possibles en cas de non-respect des engagements. Déjà, la première sanction est la suspension des versements des allocations d'activité partielle. Ça, c'était prévu dès le décret du mois de juillet 2020. Et l'autre sanction possible, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est si malgré les engagements pris par l'employeur quant au maintien de l'emploi, il y a des licenciements pour motif économique des salariés placés en LPLD ou d'autres, mais non-respect, bien entendu, des engagements en matière d'emploi ou de formation. C'est pourquoi l'APLD est validé, j'allais dire, pour une période de 6 mois, mais qu'il appartient à l'employeur tous les 6 mois de pouvoir faire un bilan et rapporter la preuve que les engagements ont été bien respectés, suivis, ou pouvoir expliquer pourquoi ils n'ont pas pu l'être aussi, en fonction de l'activité et les raisons économiques difficiles actuelles. Mais en tout état de cause, il appartient à l'employeur de rapporter ces éléments de preuve pour éviter toute suspension. Et encore une fois, l'accord n'étant que sur 6 mois, il faut pouvoir rapporter un dossier entier sur ces aspects-là à chaque fois. Bon, bien entendu, on n'évoque pas le cas d'un détournement d'allocation d'un point de vue pénal, mais enfin, en tout état de cause, les sanctions prévues sont dans le cadre de l'exécution de la PLD. Très bien. Merci beaucoup. Alors, une question qui est revenue aussi très souvent.
euh, sur l'impact de l'activité partielle sur les allocations retraite. Je pense que l'activité partielle au début était vue vraiment de manière très positive au début du premier confinement, mais pour certains salariés, la situation dure et du coup, cela suscite de nombreuses inquiétudes concernant l'impact sur les allocations retraite. Alors effectivement, hein, ces inquiétudes sont tout à fait normales dans la mesure où, après un premier confinement, les confinements successifs et les activités partielles mises en place d'une façon successive aussi ont été amplifiées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu un premier décret du 1er décembre 2020 qui a précisé que les périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, donc dès le premier confinement, hein, seraient exceptionnellement prises en compte pour l'ouverture des droits de retraite. Donc, pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé au titre de l'APLD 220 heures dans la limite de 4 trimestres par année civile. Et il y a eu aussi le 14 décembre 2020 la loi de financement sur la sécurité sociale pour 2021 qui a précisé et qui pérennise la prise en compte des périodes d'activité partielle de droit à la retraite au-delà du 31 décembre 2020. Donc, on avait un premier décret qui validait, j'allais dire, pour la période de 2020, mais en tout état de cause, cette loi de financement de la sécurité sociale indique bien que ces périodes de mise en activité partielle ouvriront les droits à la retraite pour l'année 2020. Au niveau du calcul des allocations, ça devrait avoir un impact puisque forcément les gens ne percevant que 84% de leur rémunération nette, ça aura forcément un impact sur le montant de la retraite derrière. Alors, il y aura un impact, mais en tout état de cause, ils seront pris en compte, mais après, à voir en fonction aussi des secteurs d'activité. Mais effectivement, comme tout, évidemment, à toucher 84% de la rémunération, en tout cas, c'est pris en compte, mais pour le calcul du montant, bien entendu, il peut y avoir un impact, sauf après certains secteurs en cas d'accord à ce niveau-là. Oui, et puis en attente de décret, parce que j'imagine que ce sujet n'a pas forcément été encore énormément anticipé par le gouvernement. Non, parce que vous voyez bien que même pour l'année 2020, c'était qu'un décret du mois de décembre et que là, on est sur la loi de finances, mais qu'après, il faut que des décrets sortent aussi qui précisent l'application de cette fameuse loi de financement de la sécurité sociale. Donc voilà, donc c'est à suivre également au niveau de l'actualité. Alors, on sait que c'est pris en compte, mais maintenant, à savoir le taux, etc., c'est encore assez flou à ce niveau-là. Très bien. Et là, il y a une question qui vient de nous parvenir. Et si l'employeur maintient la rémunération à 100%, bien évidemment, là, pour le coup, il n'y a aucun impact sur le montant de la future allocation retraite, puisque, comme vous nous l'avez dit, les trimestres sont comptabilisés comme des trimestres normaux. Et à partir du moment où la rémunération est la même, là, pour ces personnes, enfin les personnes dans ce cas-là, il n'y aura aucun impact sur le montant de l'allocation retraite. Oui, parce qu'au-delà, évidemment, des accords de branche ou autres, il y a les possibilités aussi pour chaque entreprise de prévoir des accords pour assurer une rémunération, au-delà même de la question de retraite, j'allais dire, une rémunération des salariés à hauteur de 100% de leur rémunération. Donc après, effectivement, c'est du cas par cas. Il faut voir, mais en tout état de cause, voilà, on sait que c'est pris en compte. Maintenant, pour le calcul, tout dépend effectivement des engagements, des employeurs ou autres par accord. Donc, d'où l'idée de bien négocier aussi toute cette partie-là. Effectivement. Merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté d'animer donc cette webconférence avec moi. Je donne rendez-vous donc à nos internautes à notre prochaine webconférence qui aura lieu le 22 avril sur un sujet radicalement différent puisque nous parlerons des enjeux de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. En ce jour qui sera le jour mondial de la Terre, on s'était dit que c'était le jour idéal pour parler de RSE avec vous. Mes collègues sont en train actuellement de
de vous transmettre le lien pour vous inscrire. Et je vous rappelle donc qu'à l'issue de cette webconférence, nous vous enverrons un email avec la vidéo de la webconférence qui sera contenue dans une actualité avec un petit tableau explicatif de l'évolution des taux de prise en charge par l'État de la PLD. Voilà, merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Je vous dis au revoir, Maître Giraud, et à Merci. bientôt. Merci à vous également. Merci. Donc, au revoir à tous et prenez soin de vous. À bientôt.